Roy Casagranda est professeur de sciences politiques et du Moyen-Orient dans une université au Texas. Dans une vidéo intitulée Comment Israël est né, il a dit beaucoup de bêtises. Au départ, Herzl ne s'intéressait pas à la Palestine. Il pensait à un endroit comme tu as cherché compte après compte, des familles palestiniennes laissant des juifs polonais emménager chez eux et vivre avec eux. Et puis il faisait quelque chose de stupide, comme partir en vacances et revenir. Et la population juive dans la maison disait non, non, c'est notre maison maintenant et vous ne pouvez plus y entrer. Je vais démonter ces affirmations absurdes dans un instant. Mais d'abord, je dois dire que j'ai été choqué par le niveau si bas. Je suis un gars sympa. Du moins, c'est ce que dit ma mère. Et j'essaie de me concentrer sur l'argument, pas sur la personne. Mais de la part d'un professeur de sciences politiques, je m'attends à un niveau bien plus élevé. Nous vivons à une époque où tout le monde a une tribune. Peu importe que vous soyez un humoriste médiocre, un commentateur politique ou un rappeur instable. Tout le monde peut dire ce qu'il pense et critiquer Israël, et c'est exactement ce que tout le monde fait. Et je comprends. Pourquoi Candice Owens, une chrétienne dévouée, parlerait-elle de la persécution des chrétiens dans les pays musulmans? Ça ne fait pas d'audience. Pourquoi Piers Morgan couvrirait-il la principale guerre et crise humanitaire actuelle au Moyen-Orient, celle du Yémen? Alors qu'il peut animer un énième débat sur Israël? Pas de juifs, pas d'audience. Et il vit vanter des audiences. Donc je comprends pourquoi tous ceux qui veulent de l'attention parlent d'Israël. Mais venant d'un professeur d'études du Moyen-Orient, et penser qu'aux États-Unis, les parents paient un forcé des milliers de dollars pour que leurs enfants apprennent auprès de professeurs comme celui-ci. Commençons par le début. Qu'est-ce que ce professeur dit à propos de la naissance de l'État d'Israël? Le sionisme est né à la fin du 19e siècle à la suite de l'affaire Dreyfus. Non, le mouvement sioniste n'a pas commencé à cause de l'affaire Dreyfus. Le sionisme est le mouvement national visant à créer un État juif en Israël. Il a commencé en Europe centrale et orientale environ 20 ans avant le procès Dreyfus. Le sionisme était un mouvement national, tout comme beaucoup d'autres. En fait, la Première Guerre mondiale a été en grande partie provoquée par la montée du nationalisme et l'effondrement des empires. De nombreux pays dans le monde aujourd'hui sont nés de la chute des empires après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le sionisme et Israël ne sont pas différents. Au départ, Herzl ne s'intéressait pas à la Palestine. Il pensait à un pays comme l'Ouganda. Je n'arrive pas à croire qu'un professeur puisse dire ça. Herzl voulait à l'origine l'Ouganda. Non. Herzl voulait la terre d'Israël. Alors quel était le plan de l'Ouganda? En 1903, des pogroms anti-juifs en Russie ont choqué le monde juif. Herzl n'avait pas réussi à négocier avec les Ottomans qui gouvernèrent Béran, la terre d'Israël à l'époque. Les Britanniques ont proposé une terre dans l'ancien Ouganda, aujourd'hui inclus dans le Kenya. Certains considéraient la proposition comme une option temporaire, mais finalement, Herzl et le mouvement sioniste l'ont rejetée. Dire qu'Herzl voulait à l'origine l'Ouganda est un mensonge flagrant. Et à partir de ce mensonge, il passe directement à l'antisémitisme. Donc, d'une manière vraiment étrange, ce qui s'est passé, c'est la création d'une population d'Européens blancs qui voulaient mener une entreprise coloniale. Les Juifs voulaient un foyer national où ils ne seraient pas persécutés, ils n'essayaient plus pas de construire une entreprise coloniale. Je vais dire quelque chose d'aussi simple que même les professeurs peuvent le comprendre. Comment savez-vous qui construit une patrie et qui construit un empire colonial? Vous regardez combien de pays parlent la langue. Combien de pays parlent l'hébreu? Un seul. Cela signifie que c'est une patrie. Combien parlent anglais, français, espagnol, arabe? Des dizaines. C'est du colonialisme, et dire que les juifs sont blancs est un cliché antisémite. Pendant des centaines d'années, quand être blanc était valorisé, les juifs en Europe n'étaient vraiment pas considérés comme blancs. Maintenant que ce n'est plus valorisé, ils sont soudain vus comme blancs. La plupart des juifs en Israël viennent de pays arabes. Sont-ils aussi considérés comme blancs? La population palestinienne les a accueillis. Ils ont vu cela comme une sorte de conséquence naturelle, en partie parce que historiquement, juifs, musulmans et chrétiens au Moyen-Orient s'entendaient bien. Je ne veux pas paraître trop dur, mais comment savez-vous que quelqu'un ne sait pas de quoi il parle?
S'ils disent donc que les Palestiniens accueillant les Juifs et qu'ils parlent des années 1920 et 1930, ils ne connaissent clairement pas l'histoire. Parce que l'identité palestinienne n'a même pas été inventée avant les années 1960. C'est comme si quelqu'un disait qu'au milieu du 19e siècle, l'Union soviétique avait décidé... L'Union soviétique n'existait pas au milieu du 19e siècle. Donc tout ce qui suit ne peut pas être vrai. Et cette idée selon laquelle les juifs, les musulmans et les chrétiens s'entendaient historiquement au Moyen-Orient est totalement fausse. Il y a eu un pogrom contre les juifs à Safed, Sfat, en 1834 et d'autres incidents dans les années 1860. Examinons l'ensemble de la situation. Au début du XXe siècle, sous la domination musulmane de l'Empire ottoman, il y a eu 3 génocides perpétrés par des musulmans contre des chrétiens. Le génocide grec, le génocide arménien, le génocide assyrien. Les génocides là ne sont vraiment pas un bon exemple de coexistence, et d'ailleurs, cela continue aujourd'hui. Il y a 100 ans, des millions de chrétiens vivaient en Égypte, en Irak, en Syrie et en Turquie. La plupart ont été anéantis par des musulmans. Vous ne me croyez pas? Vérifiez par vous-même. Maintenant, la prochaine chose qu'il dit est tout simplement inventée. Il y a de nombreux témoignages de familles palestiniennes qui ont laissé des Juifs polonais emménager chez elles et vivre avec elles. Ils faisaient parfois l'insensé, partir en vacances puis revenir. La population juive qui occupait la maison affirmait « Non, c'est désormais notre maison, vous ne pouvez plus revenir ». Donne-moi un exemple d'une famille arabe qui a laissé des Juifs vivre dans sa maison, puis est partie en vacances. Ils sont revenus et ont trouvé les Juifs qui disaient « C'est notre maison maintenant, vous ne pouvez pas revenir ». Un seul exemple. Si tu m'en donnes un, je supprimerai ma chaîne. Je ne sais pas où il a inventé ça. C'est comme un conte des 1001 nuits. Certains d'entre eux ont commencé à faire du terrorisme et donc des organisations terroristes se sont formées. Ils ont commencé à attaquer les intérêts britanniques. Ils attaquent hôtels et bases militaires britanniques. Donc il y a un élément violent dans tout cela. Les Juifs n'ont pas commencé par le terrorisme. Dans les années 1920, les Arabes ont commencé à attaquer les Juifs. Il y a eu des pogroms en 1920, 1921 et le pire en 1929. Les Juifs sont répondus en formant des forces de défense. Dans les années 1930, les Arabes ont mené une révolte, tuant 230 Britanniques et 500 Juifs. Le professeur a commodément oublié cela. Et non, les Juifs n'ont pas fait exploser d'hôtels. C'est incroyable de voir comment les voix anti-israéliennes évoquent toujours l'attentat de l'hôtel King David. 2 petites précisions. Ce n'était pas seulement un hôtel. L'armée britannique l'utilisait comme quartier général. Les Juifs avaient prévenu qu'ils allaient le bombarder. L'officier britannique responsable a refusé d'évacuer. Il a dit qu'il ne recevait pas d'ordre de la part des Juifs. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Dans les pays où vous regardez cette vidéo, les États-Unis, la France, l'Inde, le Royaume-Uni, la Russie, le Wisconsin, qui commet des attentats sur le terroriste? Est-ce les Juifs ou, vous savez... Et les sionistes ont fini par acheter légalement environ 5 à 10% de la Palestine. Et puis ça, dans le processus, il y a eu des tentatives de confiscation de terre où ils allaient simplement sur une parcelle de terre que personne ne possédait et commençaient à la coloniser. Je l'ai déjà dit et je le répéterai encore. Donnez-moi le nom d'une colonie juive construite sur une terre qui a été volée et non achetée légalement avant que les Arabes ne lancent la guerre en 1947. Juste une seule. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui a dépassé 1 million de vues et 16 000 commentaires. Personne ne m'a donné un seul exemple. Maintenant, il dit quelque chose de vrai mais trompeur. Les Juifs ont légalement acheté entre 5 et 10% des terres, mais les gens supposent alors que les 90% restants appartenaient avant aux Arabes. Ce n'était pas vrai. Comme dans la plupart des pays, les terres en Palestine mandataires étaient soit privées, soit appartenant à l'État. 5 à 10% appartenaient aux Juifs, 15 à 20% aux Arabes, et le reste, environ 70%, était la propriété de l'État, détenue par le mandat britannique. Ensuite, il propose que l'Autriche devienne l'État juif. Faisons de l'Autriche un nouvel Israël. Hitler était autrichien, les Allemands, l'Autriche est allemande. Ils parlent allemand. Tu peux parler aux Autrichiens et dire je ne sais pas allemand, mais autrichien, mais pour eux, ce sont des Allemands. C'est embarrassant. Passons à autre chose.
Les Britanniques n'auraient pas permis aux Palestiniens de faire cela parce qu'ils ne voulaient pas que les Palestiniens aient une expérience du combat, mais ils ont employé des Palestiniens comme débardeurs. Donc, les Palestiniens ont bien travaillé sur les quais, chargeant et déchargeant les navires pour que les Blancs puissent aller se battre. Guerre. Les Britanniques ont fondé, construit et armé l'État qu'ils ont nommé Jordanie. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un dont je doute que Roy ait jamais entendu parler. Lieutenant-général Sir John Bagot Globe. Il a été commandant de l'armée jordanienne de 1939 à 1956. Oui, le commandant suprême de l'armée jordanienne était britannique. Il n'était pas le seul. D'autres officiers britanniques ont servi dans l'armée jordanienne. Et cette armée arabo-britannique était la force la plus puissante qui a attaqué Israël en 1948. Si les Britanniques avaient aidé les Juifs à combattre les Arabes aujourd'hui, les opposants à Israël crieraient au colonialisme. Mais la coopération britannique avec une marionnette coloniale comme la Jordanie pour attaquer Israël, personne n'en parle. Donc l'affirmation des professeurs selon laquelle les Palestiniens étaient seulement autorisés à décharger les bateaux est tout simplement fausse. Le vote sur la partition a attribué 55% de la Palestine à Israël et 45% aux Palestiniens. Ainsi, les 55% attribués à Israël devaient servir à fonder un État exclusivement juif. Les 45% restants de la Palestine iraient aux chrétiens, juifs et musulmans. Encore une fois, je ne sais pas d'où il sort ça, que l'État juif était censé être uniquement pour les juifs et que l'État arabe était pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Tout d'abord, le plan de partage de 1947 proposait un État juif et un État arabe, pas un État palestinien, car l'identité palestinienne n'a été inventée que 20 ans plus tard. Il n'existe aucun document de 1947-48 qui mentionne un État palestinien, seulement un État arabe. Après la guerre, pas un seul juif n'est resté en vie dans les zones capturées par les armées arabes. En Israël, 160 000 Arabes sont restés. Et concernant le plan de partage, aucun dirigeant arabe n'a dit qu'il était injuste. Ils ont tous dit une seule chose, nous détruirons l'État juif, peu importe sa taille. Les trois principaux dirigeants arabes en Palestine mandataires dans les années 40 étaient en Allemagne nazie, Hassan, Salameh Kawakji et Aminel Husseini. Au fait, qui a nommé Husseini comme chef des Arabes en Palestine ? Les Britanniques ? D'une manière ou d'une autre, chaque intervenant anti-israélien oublie que pendant la Seconde Guerre mondiale, la direction arabe diffusait la propagande nazie depuis Berlin. Les Arabes ont rejeté cela. Les Israéliens ont envahi, ils déclarent leur indépendance. Ce que c'est une entreprise coloniale. Ils envahissent et conquièrent la Palestine. Il y a une guerre, la guerre de 1948. Cette phrase n'a aucun sens. Il dit que les Arabes ont rejeté une partition, puis il dit que les Juifs ont envahi. Non, les Juifs n'aimaient pas non plus le plan. Sous le mandat, on leur avait promis tout le territoire, y compris la Transjordanie, mais ils ont accepté de faire un compromis. Les Arabes ont dit non et ont déclenché une guerre pour anéantir les Juifs. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez saisi l'idée. D'habitude, non, j'ai une ou deux phrases de conclusion, mais dans ce cas, il n'y a rien à dire. J'ai étudié l'histoire d'Israël avec des professeurs comme Moti Golani, Yoav Gilbert, Benny Morris et Hitcham White, des professeurs dont les connaissances vous laissent sans voix. Et entendre cela, c'est tout simplement embarrassant. Si vous connaissez des étudiants en sciences politiques ou en études du Moyen-Orient, envoyez-leur cette vidéo. J'espère vraiment qu'ils ont de meilleurs professeurs. Merci à mes soutiens. Grâce à vous, je peux continuer à faire plus de vidéos. Veuillez vous abonner. Et s'il y a des vidéos que vous voulez que je débunk, laissez le lien dans les commentaires ci-dessous. On se voit dans la prochaine vidéo. Yalla bye.